Le 8 janvier 1945 à 14h30, le sergent technique Russell Dunham était accroupi dans la neige jusqu'aux genoux à la base de la colline 616 près de Kaysersberg, en France, observant le tir de mitrailleuses allemandes déchirer le ciel hivernal au-dessus de son peloton cloué au sol. 24 ans, 3 campagnes, 0 projet de mourir aujourd'hui. Les Allemands avaient positionné 3 mitrailleuses MG42 dans des emplacements en bois sur la pente enneigée. Chaque arme capable de tirer 1200 coups par minute. Le peloton de Dunham avançait à travers la région d'Alsace-Lorraine lorsqu'ils sont tombés dans un piège mortel. Le tir de mitrailleuses pleuvait depuis le sommet de la colline. Des obus d'artillerie explosaient derrière eux. La seule direction restante était tout droit, sur une pente à 40 degrés dans des champs de tir convergents. 11 hommes du 2e peloton avaient déjà été tués cette semaine-là. La neige autour de leur position était maculée de rouge. Chaque soldat de la compagnie 1 connaissait les statistiques. Dans la campagne des montagnes des Vosges, la 3e division d'infanterie avait perdu plus d'hommes par jour que toute autre division américaine en Europe. Les Allemands tenaient les hauteurs. Ils avaient des lignes de vue dégagées. Ils avaient des munitions. Dunham regarda la colline. Son peloton était à 35 mètres derrière lui, aplati dans la neige, incapable d'avancer ou de reculer. S'ils restaient cloués au sol, l'artillerie allemande encadrerait leur position et les tuerait tous. S'ils battaient en retraite, ils seraient abattus à découvert. Les mitrailleuses les maintenaient en place. La température était de moins 11 degrés Celsius. La neige avait 46 cm de profondeur. Dunham portait une laine vert-olive standard, ce qui faisait de lui une cible sombre contre le paysage blanc. Tous les autres soldats qui avaient tenté de bouger avaient été repérés immédiatement et forcés de redescendre. Les Allemands possédaient cette colline. Dunham rampa jusqu'à la position de la compagnie et trouva une housse de matelas blanche. Il la déchira et la tira sur son uniforme comme une robe. Puis il commença à charger. Il fourra 12 chargeurs de carabine de 30 coups dans chaque poche et boucle de son uniforme. Il accrocha une douzaine de grenades à fragmentation Mark II à sa ceinture. Il accrocha d'autres grenades à travers ses bretelles. Il enfonça des grenades dans les boutonnières de sa veste de campagne. Quand il se leva, il portait 33 kg de munitions et d'explosifs en plus de son fusil. Son sergent de peloton le regarda. Dunham n'expliqua rien. Il commença simplement à ramper sur la colline. Les premiers 69 mètres lui prirent 18 minutes. Il se déplaçait pendant les moments où le tir allemand se déplaçait vers d'autres secteurs. Il s'aplatissait quand les MG42 balayaient à nouveau son approche. La neige traversa sa housse de matelas. Ses mains s'engourdirent. La sangle du fusil lui entaillait l'épaule sous le poids des grenades. À 69 mètres, il était à 9 mètres du premier emplacement de mitrailleuse. Le bunker en bois avait été renforcé avec des rondins et positionné pour donner un tir entrecroisé avec les 2 autres positions. 3 Allemands servaient l'arme. Un alimentait la bande, un tirait, un scrutait pour repérer les cibles. Si vous voulez voir comment le camouflage de housse de matelas de Dunham s'est avéré, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime. Cela nous aide à partager davantage d'histoires oubliées comme celle-ci. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Retour à Dunham. Dunham se leva et chargea. Les Allemands repérèrent le mouvement. Le mitrailleur fit pivoter le canon vers lui. À 5 mètres et demi, l'arme ouvrit le feu. Des balles déchirèrent la robe blanche de Dunham. Puis, une balle de fusil l'attrapa dans le dos, creusant une entaille de 25 cm de son omoplate gauche à sa colonne vertébrale. L'impact le fit pivoter complètement et le projeta 14 mètres en arrière dans la pente dans la neige. Il atterrit face contre terre. Le sang coulait de la blessure, traversant la housse de matelas et tachant le tissu blanc d'un rouge vif contre la neige. La douleur était atroce. Il pouvait sentir la blessure s'ouvrir à chaque respiration. Pendant 5 secondes, il ne bougea pas. Puis une grenade à manche allemande atterrit dans la neige à 60 cm de sa tête. Dunham la repoussa du pied avec sa botte. Elle explosa à 5 mètres en contrebas, assez près pour que la commotion le soulève du sol. Et Russell Dunham se remit sur ses pieds. Il remonta la colline en tirant. Sa carabine M1 était encore chargée avec 28 cartouches. Le mitrailleur allemand fit pivoter la MG42 vers lui, mais Dunham était déjà à l'intérieur de l'arc de traverse minimum de l'arme.
À 3 mètres et demi, il tira une rafale de 3 coups dans la poitrine du mitrailleur. L'assistant mitrailleur tendit la main vers son fusil. Dunham lui tira dessus 2 fois. Les 2 Allemands tombèrent. Le 3e membre d'équipage, le chargeur de munitions, leva les mains et commença à crier en allemand. La carabine de Dunham était vide. 30 cartouches parties en 18 secondes. Il mit le fusil en bandoulière, attrapa l'Allemand par le col de son manteau de campagne et le sortit de l'emplacement en bois. Puis il le poussa en bas de la colline, vers les lignes américaines. L'Allemand courut à moitié, tomba à moitié dans la neige. Le peloton de Dunham le prendrait pour interrogatoire. Le sang coulait maintenant dans le dos de Dunham, en flux régulier. La blessure par balle avait déchiré muscles et tissus, mais avait manqué sa colonne vertébrale de moins de 5 cm. Chaque mouvement élargissait la plaie. La housse de matelas blanche était trempée de rouge de ses épaules à sa taille. Contre la neige, il ressemblait à un drapeau. Le 2e emplacement de mitrailleuse était à 46 mètres en montée et sur la droite. Les Allemands servant cette arme avaient vu Dunham détruire le premier nid. Ils savaient qu'il arrivait. Ils avaient ajusté leur champ de tir pour couvrir l'approche. Dunham pouvait voir les rondins de bois de leur emplacement et la forme sombre du canon balayant la pente. Il rechargea la carabine avec un nouveau chargeur de 30 coups. 11 chargeurs restants. 10 grenades restantes. Il commença à bouger. Les Allemands ouvrirent le feu à 37 mètres. Des balles sifflèrent près de sa tête et soulevèrent des geysers de neige autour de ses bottes. Dunham se jeta au sol et rampa. La douleur dans son dos était si intense qu'il devait s'arrêter tous les quelques mètres pour ne pas perdre connaissance. Il pouvait sentir le sang s'accumuler à l'intérieur de son uniforme. Ses mains tremblaient de perte de sang et de froid, mais il continua à ramper. À 23 mètres du 2e emplacement, il se leva sur un genou et tira 2 grenades Mark II de sa ceinture. Il arracha les 2 goupilles, compta 2 secondes, et les lança en arc de cercle élevé vers le bunker en bois. Les Allemands les virent arriver. L'un d'eux cria. Les 2 grenades explosèrent à l'intérieur de l'emplacement à moins d'une demi-seconde l'une de l'autre. L'explosion combinée projeta rondins et équipements hors de la position. La mitrailleuse se tut. Dunham avança. Carabine levée. La fumée sortait de l'emplacement détruit. Il pouvait voir des parties de corps dans la neige. L'équipe entière de 3 hommes avait été tuée par les grenades. Il ne s'arrêta pas. Il tourna son attention vers le bas de la pente, vers les fusiliers de soutien qui avaient été enterrés dans des trous de renard autour de la position de mitrailleuse. 6 fantassins allemands sortaient précipitamment de leurs trous en essayant de s'échapper. Dunham tira sur eux depuis 14 mètres. Il vida un autre chargeur complet, tirant sur chaque forme qui bougeait. Il en toucha 3. Les autres rompirent et coururent en haut de la colline, loin de l'avancée américaine. Dunham les laissa partir. Il avait une dernière cible. La 3e mitrailleuse était à 60 mètres plus haut sur la pente. C'était la position la plus élevée, celle avec le meilleur champ de tir sur toute l'avancée américaine. Les Allemands là-bas avaient observé l'assaut de Dunham pendant les 12 dernières minutes. Ils savaient exactement où il était. Ils savaient qu'il était blessé. Ils savaient que son manteau blanc était maintenant rouge sang et visible contre la neige depuis 180 mètres. Et ils l'avaient dans leur ligne de mire. Dunham leva les yeux vers la colline. Le canon de la MG42 était pointé directement sur lui. Des grenades à fusil commencèrent à exploser dans la neige à 9 mètres de sa position. Les commotions le projetèrent sur le côté. Il toucha le sol alors que le tir de mitrailleuse déchirait l'air où il se tenait. Il était à découvert. Aucun abri. La traînée de sang derrière lui dans la neige ressemblait à une route. Et les Allemands au sommet de la colline n'allaient pas le manquer à nouveau. Dunham rampa. Le 3e emplacement de mitrailleuse était creusé dans un groupe d'arbres à 37 mètres devant et 9 mètres plus haut en altitude. Les Allemands l'avaient renforcé avec des sacs de sable et positionné pour couvrir toute l'approche sud de la colline 616. Toutes les quelques secondes, la MG42 tirait une rafale, marchant les balles à travers la neige, le cherchant. Il se déplaçait pendant les intervalles entre les rafales. 5 mètres. Stop. Attendre que l'arme traverse. 3 mètres de plus. La neige était si froide qu'elle brûlait ses mains. La blessure dans son dos était passée d'une douleur aiguë à une douleur sourde et lancinante qui irradiait dans tout son torse. Il avait perdu assez de sang
pour que sa vision commence à se rétrécir sur les bords, mais il avait encore 9 chargeurs et 8 grenades. À 37 mètres de la troisième position, une grenade à fusil explosa à 5 mètres et demi sur sa gauche. L'explosion projeta neige et terre gelée sur son dos, et l'impact des éclats d'obus donna l'impression d'être frappé par un cheval. Il ne savait pas s'il avait été touché à nouveau. Il ne pouvait plus le dire. Tout faisait mal. Il continua à ramper. 27 mètres, 23. Le tir de mitrailleuse devenait plus précis. Les Allemands pouvaient le voir maintenant, même contre la neige. Le sang avait traversé toute la housse de matelas. Il laissait une traînée rouge qui pointait directement vers sa position comme une flèche. 18 mètres. 14. À 14 mètres, Dunham arrêta de ramper et rassembla ses jambes sous lui. Il devait chronométrer cela parfaitement. La MG42 tirait par rafale de 8 à 12 coups, puis faisait une pause de 2 à 3 secondes pendant que le mitrailleur réajustait sa visée. Dunham compta. Rafale. 1, 2, 3. Il bondit sur ses pieds et tituba en avant. Les Allemands le virent immédiatement. Le mitrailleur fit pivoter le canon, mais Dunham bougeait déjà, tirait déjà des grenades de sa ceinture. Il avait 2 Mark II dans ses mains, goupilles retirées. À 9 mètres, il les lança toutes les deux. La première grenade toucha les sacs de sable et rebondit dans l'emplacement. La seconde passa par l'étroite fente de tir. Dunham plongea à plat ventre alors que les 2 grenades explosaient. L'explosion fut massive. Les sacs de sable volèrent en éclats. Les rondins de bois se fissurèrent et se fendirent. Le canon de la mitrailleuse fut projeté latéralement hors de son support. Dunham se releva. La fumée sortait de la position détruite. Il avança avec sa carabine levée, scrutant tout mouvement. Les 3 membres d'équipage étaient à terre. L'un bougeait encore, essayant d'atteindre un fusil. Dunham lui tira dessus une fois. L'Allemand cessa de bouger. Puis il entendit des bottes crisser dans la neige derrière lui. Dunham fit volte-face. Un fusilier allemand était remonté d'un des trous de renard de soutien, peut-être à 6 mètres. L'Allemand leva son fusil carabineur 98 et tira à bout portant. La balle manqua la tête de Dunham de 8 cm. Dunham riposta. Sa première balle toucha l'Allemand à la gorge. Sa seconde toucha le centre de masse. L'Allemand tomba en arrière dans la neige et ne bougea plus. Dunham se tenait au sommet de la colline, respirant difficilement. Sa carabine était à nouveau vide. Il avait tiré 175 cartouches. Il avait lancé 11 grenades. 3 positions de mitrailleuses étaient détruites. 9 Allemands étaient morts. 7 autres étaient blessés. 2 avaient été faits prisonniers. Et son peloton n'était plus cloué au sol. En dessous de lui, il pouvait voir la compagnie 1 avancer sur la pente. Son frère Ralph était parmi eux, se déplaçant avec la 2e escouade. Les Allemands se repliaient vers des positions secondaires plus haut sur la crête. L'attaque réussissait. La colline 616 serait aux mains américaines à la tombée de la nuit. Dunham regarda son uniforme. La housse de matelas blanche était complètement rouge maintenant, saturée de sang du cou jusqu'au genou. Il pouvait sentir la blessure dans son dos se déchirer à chaque respiration. La douleur était si intense qu'il ne pouvait pas penser clairement. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable à cause du choc et de la perte de sang. Mais il l'avait fait. 120 soldats de la compagnie 1 avaient été cloués dans cette vallée. Sans son assaut, ils auraient été massacrés par l'artillerie dans l'heure. Maintenant, ils avançaient. Maintenant, ils se battaient. Maintenant, ils avaient une chance. Dunham s'assit dans la neige et attendit que les infirmiers l'atteignent. Il ne pensait pas qu'il allait mourir. Pas aujourd'hui. Les infirmiers atteignirent Dunham 8 minutes après qu'il se soit assis. Ils découpèrent la housse de matelas trempée de sang et ouvrirent sa veste de campagne pour évaluer la blessure. La balle avait creusé une entaille de 25 cm de long et 5 cm de profondeur dans son dos, allant de son omoplate gauche vers sa colonne vertébrale. Les infirmiers pouvaient voir le tissu musculaire et l'os exposé. Ils remplirent la blessure de poudre de sulfamide et l'enveloppèrent avec des bandages de compression. Puis ils lui firent une injection de morphine et le marquèrent pour évacuation. Dunham refusa de partir. Il redescendit la colline avec la compagnie I portant sa carabine vide. Au moment où ils atteignirent le poste de secours du bataillon à 18 heures, il avait perdu assez de sang pour s'effondrer à l'entrée.
Le chirurgien du bataillon l'examina et ordonna immédiatement son transfert vers l'arrière pour une chirurgie. La blessure nécessitait des points de suture, un débridement et au moins 2 semaines de récupération avant qu'il puisse retourner aux opérations de combat. Dunham passa 4 jours au poste de triage de la division. Les chirurgiens nettoyèrent la blessure et la refermèrent avec 43 points de suture. Ils lui dirent que la balle avait manqué sa moelle épinière de moins de 5 cm. Si l'angle avait été légèrement différent, il aurait été paralysé de la taille vers le bas. Si l'entaille avait été de 2,5 cm plus profonde, elle aurait complètement sectionné sa colonne vertébrale. Mais la blessure était propre, aucun dommage nerveux majeur, aucune infection, il guérirait. Le 13 janvier, 5 jours après l'assaut sur la colline 616, Dunham fut libéré du poste de triage et envoyé dans une zone de repos à 32 km derrière les lignes de front. La 3e division d'infanterie se battait continuellement depuis son débarquement dans le sud de la France en août 1944. La division avait traversé les montagnes des Vosges, combattu à travers Strasbourg, et était maintenant engagée dans l'opération Nordwind, la dernière offensive allemande majeure sur le front occidental. Les pertes avaient été catastrophiques. Rien qu'en décembre, la division avait perdu 863 hommes tués et 3200 blessés. Chaque compagnie de fusiliers opérait à 60% de sa force. Le pipeline de remplacement ne pouvait pas suivre les pertes. Les hommes étaient renvoyés au combat avant que leurs blessures ne soient complètement guéries, parce qu'il n'y avait personne d'autre pour tenir la ligne. La blessure de Dunham suintait encore à travers les bandages. Les points de suture tiraient chaque fois qu'il bougeait. Les médecins lui avaient dit qu'il avait besoin de 3 semaines supplémentaires de récupération avant de retourner au service. Mais le 18 janvier, 10 jours après la colline 616, il entra dans le poste de commandement de la compagnie 1 et se présenta pour le service. Sa blessure n'était pas guérie. Les points de suture étaient encore en place, mais le 2e peloton était réduit à 18 hommes, et ils avaient besoin de chaque fusil qu'ils pouvaient obtenir. Le commandant de compagnie regarda le dossier médical de Dunham, regarda Dunham et le réaffecta à son escouade. Aucune question posée. Il se déplaçait vers le nord, vers Holzwihr, une petite ville à 24 km de la frontière allemande. Le renseignement signalait de lourdes blindés allemands dans la zone. Des unités Panzer de la 19e armée menaient des attaques de harcèlement pour retarder l'avancée américaine. La compagnie 1 tiendrait une position défensive sur le bord sud de la ville. Dunham rejoignit son peloton le 20 janvier. Son frère Ralph était toujours avec la 2e escouade, portant toujours le même fusil automatique Browning qu'il utilisait depuis l'Afrique du Nord. Ils ne parlèrent pas de la colline 616. Il n'y avait rien à dire. Tout le monde dans la compagnie savait ce qui s'était passé. Le général Patch lui-même avait visité le bataillon le 16 janvier, et avait demandé à rencontrer Dunham. Le général lui avait serré la main et dit que ses actions avaient sauvé la vie de 120 hommes qui auraient été tués par l'artillerie si les mitrailleuses n'avaient pas été éliminées. Mais c'était la colline 616. Ceci était Holzwihr. Combat différent, enjeux différents. La 3e division d'infanterie était épuisée, en sous-effectif, et faisait face à des blindés allemands avec un soutien anti-char limité. Chaque position qu'ils tenaient était temporaire. Chaque ligne défensive était à une percée de l'effondrement. Et le matin du 22 janvier 1945, le 2e peloton se retrouverait encerclé par des chars allemands sans nulle part où fuir. La guerre de Dunham était sur le point de devenir considérablement pire. À 6 heures du matin le 22 janvier 1945, des chars allemands apparurent sur 3 côtés de la position de la compagnie 1 à Holzwihr. Dunham compta 7 chars Panther et 3 Tiger 1 se déplaçant à travers le brouillard matinal, leurs moteurs grondant comme un tonnerre roulant à travers les champs gelés. La 3e division d'infanterie n'avait aucun soutien blindé dans ce secteur, aucun chasseur de chars, aucune artillerie à portée. Le 2e peloton avait 2 équipes de bazookas et exactement 14 roquettes entre elles. L'attaque allemande venait des unités de réserve blindées de la 19e armée qui avaient été retenues pendant l'opération Nordwind et étaient maintenant engagées pour couper le saillant américain poussant vers le Rhin. Les Panthers arrivèrent de l'ouest, avançant en ligne décalée à travers les terres agricoles ouvertes. Les Tigers remontèrent du sud,
leur canon de 88 mm traversant déjà pour engager toute cible montrant du mouvement. La position de la compagnie 1 était indéfendable. Ils tenaient un groupe de bâtiments agricoles sur le bord sud d'Holtzwihr sans couverture, sans dissimulation, et aucun moyen d'arrêter des chars de 70 tonnes avec un blindage frontal de 20 cm d'épaisseur. Les équipes de bazooka tirèrent leurs roquettes à portée maximale. 2 touchèrent. Les 2 rebondirent sur la plaque glacis des Panthers sans pénétrer. Les Allemands ne ralentirent même pas. À 6h30, le commandant de compagnie donna l'ordre de se rendre. Des drapeaux blancs se levèrent de 3 bâtiments. Les chars allemands cessèrent d'avancer et l'infanterie avança pour faire des prisonniers. 147 hommes de la compagnie 1 sortirent les mains en l'air. Les Allemands les désarmèrent, les fouillèrent et les formèrent en colonne pour le transport vers les camps de prisonniers à l'arrière. Denham ne se rendit pas. Il se glissa par l'arrière de la ferme pendant que les Allemands traitaient les prisonniers et courut vers l'ouest à travers une ligne d'arbres nus vers un groupe de dépendances à 180 mètres. Sa blessure au dos s'était rouverte pendant la nuit. Il pouvait sentir le sang suinter à travers les bandages sous son uniforme, mais il n'allait pas passer le reste de la guerre dans un camp de prisonniers. Il atteignit les dépendances sans être repéré. Il y avait 3 structures, une petite grange, un hangar à outils et un bâtiment de stockage en pierre avec une porte en bois pendant de ses gonds. Denham vérifia d'abord la grange. Vide, sauf du foin pourri. Le hangar n'avait rien d'autre que du matériel agricole cassé. Le bâtiment de stockage avait des tonneaux. 6 tonneaux en bois se tenaient contre le mur du fond. Chacun d'environ 1,20 m de haut et 90 cm de diamètre. Denham souleva le couvercle du premier tonneau. Pommes de terre gelées solides. 2e tonneau vide. 3e tonneau. Choucroute. Le chou fermenté remplissait le tonneau jusqu'à 15 cm du haut, et l'odeur le frappa comme une force physique. C'était écrasant, acide, assez fort pour lui faire pleurer les yeux. Denham regarda vers la ferme. Des soldats allemands se déplaçaient maintenant dans la zone, vérifiant les bâtiments, cherchant des traînards. Il pouvait entendre des voix criant en allemand, des bottes crissant sur le sol gelé. Il serait là dans quelques minutes. Il grimpa dans le tonneau de choucroute. Le chou était froid et visqueux, et assez serré pour qu'il doive se forcer à descendre dedans. Il s'enfonça jusqu'à la poitrine, puis le cou, puis tira le couvercle en bois au-dessus de sa tête et se cala dans la masse fermentée. L'odeur était suffocante. La saumure traversa son uniforme et pénétra dans la blessure ouverte de son dos. La brûlure était atroce, comme de l'acide versé directement dans le tissu à vif. Il mordit sa langue pour ne pas crier. Il pouvait entendre les Allemands entrer dans le bâtiment de stockage. Des bottes sur le sol de pierre. Des voix discutant de quelque chose en allemand rapide. Le son de tonneaux qu'on donnait des coups de pied. De couvercles qu'on soulevait. Il vérifiait chaque conteneur. Denham retint son souffle et se pressa plus profondément dans la choucroute. Le couvercle au-dessus de lui resta fermé. Les Allemands traversèrent le bâtiment, vérifièrent les autres tonneaux et partirent. Denham resta dans le tonneau. Il ne bougea pas. Il respirait à peine. La température baissait. La nuit arrivait. Et il n'avait aucune idée si les Allemands reviendraient. Denham passa 13 heures dans le tonneau de choucroute. La température chuta à -13 degrés Celsius après le coucher du soleil. La saumure gela en bouillie autour de son corps. Il ne pouvait pas sentir ses mains ou ses pieds. La blessure dans son dos était devenue engourdie à cause du froid et de la brûlure acide du chou fermenté. Toutes les heures, il déplaçait légèrement son poids pour maintenir la circulation sanguine. Mais le mouvement envoyait de nouvelles vagues de saumure dans l'entaille qui traversait sa colonne vertébrale. À 7 heures du matin, le 23 janvier, le soleil se leva. Denham pouvait voir de fines bandes de lumière à travers les fentes du couvercle du tonneau en bois. Il écouta. Aucune voix, aucun bruit de moteur, aucune botte sur le sol gelé. Les Allemands étaient partis. Il attendit encore 30 minutes pour en être certain, puis poussa lentement le couvercle et sortit du tonneau. Son uniforme était trempé de saumure de choucroute et gelé raide. Ses doigts étaient blancs à cause des engelures. Les bandages sur son dos s'étaient complètement dissous,
laissant la blessure exposée. Il pouvait sentir la choucroute sur lui-même à 3 mètres de distance. Mais il était vivant et il était libre. Il se dirigea vers la porte du bâtiment de stockage et regarda dehors. La cour de la ferme était vide. Les chars allemands s'étaient retirés pendant la nuit. La position de la compagnie 1 était abandonnée, à l'exception de l'équipement que les Allemands n'avaient pas pris la peine de récupérer. Dunham pouvait voir des casques américains et des fusils éparpillés dans la terre. Il devait bouger. Il devait retourner aux lignes américaines avant que les Allemands ne reviennent. Mais d'abord, il devait uriner. 13 heures dans un tonneau sans bouger l'avaient laissé à l'agonie. Il sortit du bâtiment de stockage, contourna le coin jusqu'au côté de la grange et se soulagea contre le mur de pierre. C'est alors que les 2 soldats allemands apparurent. Ils arrivèrent en contournant le coin opposé de la grange d'un pas tranquille, se parlant à voix basse. Ils virent Dunham immédiatement. Tous 2 levèrent leurs fusils et commencèrent à crier en allemand. Dunham leva les mains. Il n'avait aucune arme visible. Sa carabine était toujours dans le tonneau de choucroute. Il était trempé, couvert de choux fermentés et manifestement désarmé. Les Allemands s'approchèrent prudemment. Le premier soldat garda son fusil pointé sur Dunham, tandis que le second s'avança pour le fouiller. L'Allemand palpa sa veste de campagne, vérifiant des poches. Il trouva un paquet de cigarettes Lucky Strike dans la poche gauche de la poitrine de Dunham et le brandit. L'autre Allemand baissa immédiatement son fusil et tendit la main vers les cigarettes. Les 2 soldats commencèrent à se disputer. Le premier qui les avait trouvés en revendiquait la propriété. Le second dit qu'il devrait les partager. Ils se disputèrent pendant 30 secondes. Tous 2 concentrés entièrement sur les cigarettes. Aucun des 2 ne termina de fouiller Dunham. Aucun des 2 ne vérifia son côté droit. Aucun des 2 ne remarqua le pistolet Colt M1911 dans un étui en cuir sous son bras droit, sous sa veste de campagne. Les Allemands finirent par accepter de partager les cigarettes, divisèrent le paquet et firent signe à Dunham de commencer à marcher. Ils le conduisirent jusqu'à la route principale où un Kübelwagen allemand tournait au ralenti, son conducteur attendant derrière le volant. Les 2 soldats poussèrent Dunham sur le siège arrière et montèrent de chaque côté de lui. Le conducteur passa le véhicule en vitesse et se dirigea vers l'est en direction des lignes allemandes. Dunham s'assit entre ses ravisseurs, les mains sur les genoux, et ne dit rien. Ils roulèrent pendant 40 minutes à travers des terres agricoles gelées et de petits villages. À 11 heures, le conducteur quitta la route principale et s'arrêta devant un château de pierre qui avait été converti en poste de commandement allemand. Le conducteur dit quelque chose en allemand et descendit du véhicule. Il marcha vers l'entrée du château et disparut à l'intérieur, laissant le moteur tourner. Le garde à la gauche de Dunham alluma une des Lucky Strike et regarda par la fenêtre. Le garde à sa droite se renversa dans son siège et ferma les yeux. Aucun des 2 ne surveillait plus Dunham. Il glissa la main sous sa veste, sortit le colt de son étui, se tourna vers sa droite et tira sur le garde dans la tête à bout portant. Le garde à sa gauche commença à se tourner. Dunham lui tira 2 fois dans la poitrine. Puis il ouvrit la porte d'un coup de pied, sauta hors du Kübelwagen et courut vers la lisière des arbres à 300 mètres au nord. Dunham courut. Derrière lui, il entendit des cris venant du château, puis des coups de feu. Des balles sifflèrent près de sa tête et soulevèrent de la terre gelée à ses pieds. Il ne regarda pas en arrière. Il atteignit la lisière des arbres et continua à courir, se frayant un chemin à travers les branches nues et les broussailles gelées. Les Allemands tirèrent pendant encore 30 secondes, puis s'arrêtèrent. Ils ne le poursuivaient pas. Ils avaient des prisonniers à garder et un poste de commandement à sécuriser. Un Américain évadé ne valait pas une chasse à l'homme au niveau d'une escouade. Mais Dunham était seul en territoire tenu par les Allemands sans carte, sans boussole, sans nourriture et avec un pistolet contenant 4 balles restantes. La blessure sur son dos s'était rouverte pendant la course. Il pouvait sentir le sang tremper à nouveau son uniforme. Ses pieds étaient déjà engourdis par les engelures après 13 heures dans le tonneau de choucroute. La température était de moins 13 degrés Celsius et continuait de baisser. Il était à 50 km derrière les lignes ennemies, sans itinéraire clair pour retourner aux positions américaines. Il se dirigea vers l'ouest. C'était la seule direction qui avait du sens. Vers l'ouest, vers le front. Vers l'ouest, vers le son de l'artillerie. Vers l'ouest,
vers tout ce qui n'était pas allemand. Il marcha tout l'après-midi, restant dans les lisières d'arbres et les fossés, évitant les routes et les villages. Toutes les 20 minutes, il devait s'arrêter et forcer ses pieds gelés à continuer à bouger. La douleur dans son dos était maintenant constante, une douleur lancinante qui irradiait dans tout son torse à chaque pas. À la tombée de la nuit, il trouva une grange détruite et rampa dans ce qui restait du grenier. Il ne pouvait pas risquer un feu. Les Allemands avaient des patrouilles partout. Il tira du foin séché sur lui pour l'isolation et essaya de dormir. La température descendit à moins 16 degrés Celsius. Son uniforme était encore humide de la saumure de choucroute. L'humidité gela solidement contre sa peau. Il frissonna si violemment que ses dents s'entrechoquèrent et lui coupèrent la langue. Le deuxième jour, il continua à se déplacer vers l'ouest. Il traversa des champs gelés et des routes vides. Il vit des véhicules allemands 2 fois et se cacha les 2 fois jusqu'à ce qu'ils passent. Ses pieds étaient passés de l'engourdissement à une agonie brûlante. Quand il enleva ses bottes cette nuit-là pour les vérifier, il vit que ses orteils étaient devenus noirs. Engelure au 2e degré, peut-être au 3e. Il remit ses bottes et continua à marcher. S'il arrêtait de bouger, il mourrait de froid. Le 3e jour, le 25 janvier, il entendit l'artillerie américaine. Le son venait de l'ouest, un grondement régulier d'obusiers de 155 mm tirant en batterie. Il suivit le son. En milieu d'après-midi, il pouvait voir la fumée des positions américaines s'élever au-dessus de la lisière des arbres. Il était proche, peut-être 8 km, peut-être moins. À 16 heures, Dunham émergea d'un bosquet d'arbres et vit la rivière Hill. Un pont d'acier traversait l'eau et de l'autre côté, des ingénieurs américains travaillaient à renforcer la structure avec des supports en bois. Dunham commença à marcher vers eux. Les ingénieurs le virent venir et levèrent leurs fusils. Il portait une veste de campagne de fabrication allemande qu'il avait prise dans un camion de ravitaillement détruit la veille. Il ressemblait à l'ennemi. Dunham leva les mains et cria qu'il était américain. Les ingénieurs gardèrent leurs fusils pointés sur lui. Il cria son nom, son grade, son unité. Un des ingénieurs baissa son arme et lui fit signe d'avancer. Dunham traversa le pont, à peine capable de marcher maintenant. Ses pieds étaient détruits, son dos était infecté. Il avait perdu 9 kilos en 3 jours. Il s'effondra à l'extrémité du pont. Un médecin apparut. Dunham le reconnut. Le caporal Henderson du poste de secours du bataillon. Henderson regarda les pieds de Dunham, regarda la blessure sur son dos et appela immédiatement une civière. Ils chargèrent Dunham sur un camion et le conduisirent au poste de triage de la division. Les chirurgiens y travaillèrent pendant 6 heures pour sauver ses pieds de l'amputation. Ils nettoyèrent la blessure infectée sur son dos et lui donnèrent des sulfamides pour combattre l'infection. 3 jours plus tard, alors que Dunham se remettait dans un lit d'hôpital, un lieutenant du quartier général de la division entra dans la salle et lui dit que son commandant de compagnie avait soumis une recommandation pour la croix du service distingué, mais que le commandant du régiment l'avait modifiée et que le commandant de la division l'avait approuvée. Le sergent technique Russell Dunham recevait la médaille d'honneur pour ses actions sur la colline 616. Le 23 avril 1945, le sergent technique Russell Dunham se tenait au garde à vous dans le stade Zeppelin à Nuremberg, en Allemagne. Le stade avait été le site des rassemblements du parti nazi avant la guerre. Maintenant, c'étaient des décombres et du béton brisé occupés par les forces américaines. Le lieutenant-général Alexander Patch, commandant de la 7e armée, se tenait devant lui, tenant la médaille d'honneur. Patch lut la citation à haute voix. La montée rampante de la colline 616, les 3 nids de mitrailleuses, la blessure de 25 cm, la grenade allemande repoussée d'un coup de pied, 9 ennemis tués, 7 blessés, 2 capturés, 175 cartouches de munitions de carabine, 11 grenades dépensées, et 120 soldats américains sauvés d'une mort certaine. Puis Patch plaça la médaille autour du cou de Dunham et dit quelque chose qui n'était pas dans la citation officielle. Il dit qu'en 30 ans de service militaire, il n'avait jamais vu un seul soldat renverser le cours d'un engagement entier par pur courage et refus d'abandonner. Il dit que Russell Dunham s'était battu comme 10 hommes ce jour-là, et que chaque homme qui était descendu vivant de la colline 616 devait sa vie à un sergent avec une housse de matelas et une douzaine de grenades. Dunham resta silencieux.
Son frère Ralph était dans l'assistance avec 40 hommes de la Compagnie 1 qui avaient survécu à la campagne d'Alsace. La guerre en Europe se terminerait dans 2 semaines. La 3e division d'infanterie s'était battue de l'Afrique du Nord à la Sicile, à l'Italie, à la France, à l'Allemagne. Ils avaient perdu 11 300 hommes tués et blessés. Ils avaient gagné 36 médailles d'honneur, plus que toute autre division pendant la guerre. Mais ce jour-là, à Nuremberg, seul Russell Denham se tenait sur la plateforme. Les médecins avaient sauvé ses pieds. L'infection dans la blessure de son dos s'était résorbée après 3 semaines de traitement au sulfamide, les points de suture avaient été retirés, la blessure s'était cicatrisée en une épaisse cicatrice qui courait sur 25 cm à travers sa colonne vertébrale. Il porterait des éclats d'obus dans son dos pour le reste de sa vie, de petits fragments trop profonds pour être retirés sans risquer la paralysie. Après la cérémonie, Denham retourna aux États-Unis. Il avait 25 ans. Il s'était engagé en août 1940 avec son frère Ralph parce que le travail était rare pendant la dépression et que l'armée payait 30 $ par mois. Il avait survécu à 4 débarquements amphibies, 7 campagnes majeures et 2 tentatives d'évasion de la capture allemande. Il avait tué au moins 19 soldats ennemis qui pouvaient être confirmés. Il avait été blessé 3 fois. Il rentra chez lui dans l'Illinois. Il épousa une femme nommée Mary et travailla comme conseiller en prestation pour l'administration des anciens combattants à Saint-Louis pendant 32 ans. Il aida les anciens combattants de retour à naviguer dans le système, à déposer des réclamations, à accéder aux soins médicaux. Il assista aux conventions de la médaille d'honneur et aux réunions avec la 3e division d'infanterie. Il ne parlait jamais beaucoup de la guerre, à moins que quelqu'un ne lui demande directement. Et quand il le faisait, il disait toujours la même chose. Il disait qu'il faisait simplement son travail. Il disait que n'importe quel homme de la compagnie I aurait fait la même chose. Russell Denham mourut dans son sommeil le 6 avril 2009, dans sa maison à Godfrey, dans l'Illinois. Il avait 89 ans. Son frère Ralph était mort 10 ans plus tôt. La plupart des hommes de la compagnie I étaient partis. La guerre qui avait consumé leur jeunesse était maintenant de l'histoire ancienne pour la plupart des Américains. Mais la citation de la médaille d'honneur demeurait, le dossier officiel demeurait, et 120 hommes qui auraient dû mourir sur la colline 616 en janvier 1945 avaient vécu à la place. Si cette histoire vous a ému comme elle nous a émus, faites-moi une faveur, appuyez sur le bouton j'aime. Chaque j'aime indique à YouTube de montrer cette histoire à plus de personnes. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées des archives poussiéreuses chaque jour. Des histoires sur des sergents qui ont sauvé des vies avec des housses de matelas et des grenades. De vraies personnes, un véritable héroïsme. Laissez un commentaire maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Regardez-vous depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie ? Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous faites partie de ceux qui maintiennent ces mémoires vivantes. Dites-nous votre emplacement, dites-nous si quelqu'un de votre famille a servi. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci d'avoir regardé, et merci de faire en sorte que Russell Denham ne disparaisse pas dans le silence. Ces hommes méritent d'être rappelés, et vous aider à faire en sorte que cela se produise.